Ça y est, super. Donc, merci à toutes et à tous pour vous être connectés à cette rencontre de la communauté de pratique du RFE. C'est la troisième séance que l'on vous propose en termes de séance d'échange de pratiques entre associations nationales d'évaluation. Et comme on l'a déjà indiqué lors des précédentes sessions, c'est une activité que nous avons pu proposer grâce au soutien des services d'évaluation spéciale de la coopération belge. Donc, outre cette communauté de pratique, je rappelle qu'il y a aussi une série de webinaires qui a vocation à valoriser les associations nationales d'évaluation et leurs partenaires. Donc prochainement, nous devrions avoir un webinaire en lien avec l'association pour la promotion de l'évaluation au Mali et un webinaire avec la Société sénégalaise de l'évaluation. L'agenda d'ici la fin du mois de mars va être encore bien alimenté et on espère poursuivre cette dynamique aussi sur 2025, notamment avec la perspective du FIF 2025 qui va se tenir à Yamoussoukro du 10 au 12 juin prochain. Pour cette petite récapitulative, la dernière fois, dans la première séance, on l'avait consacré aux outils collaboratifs et manière de les approprier au sein des associations nationales d'évaluation. La dernière fois que l'on s'est rencontrés, on a échangé sur la question des plaidoyers avec des interventions notamment de l'association marocaine de l'évaluation. Voilà, avec laquelle on a pu produire aussi une synthèse de ce webinaire de l'ANE avec l'appui d'un outil d'intelligence artificielle générative. Et aujourd'hui, donc l'idée, c'est effectivement dans la continuité, c'est de vous proposer en tout cas quelques présentations et cas d'usage d'outils d'intelligence artificielle générative pour les associations nationales d'évaluation. Donc, il ne s'agit pas d'outils d'IA générative dans le cadre de la pratique évaluative, mais bien dans la pratique, dans le quotidien des activités des associations nationales d'évaluation. Je ne sais pas, Benoît, est-ce que tu souhaites compléter? Nous allons parler de nos expériences, Jean-Marie et moi. Jean-Marie, ses expériences au RFE, peut-être ailleurs. Les miennes associées avec la Société canadienne d'évaluation. Votre situation peut différer et nous sommes tout oui. Nous voulons entendre parler de vos expériences, de vos utilisations ou non-utilisations de l'intelligence artificielle dans la gestion de vos associations nationales et des raisons pour lesquelles vous les utilisez ou non, en plus de savoir comment vous les utilisez. À toi, Jean-Marie. Tout à fait. Merci beaucoup, Benoît. Donc, sans plus tarder, donc on a passé la partie introduction, effectivement, on l'a fait, mais l'idée, c'est de présenter des exemples concrets d'utilisation, de voir aussi, de discuter des impacts et des ajustements que cela est susceptible d'entraîner au sein des différentes directives internes aux associations, quelques conseils éventuellement pour une transition réussie, et peut-être que vous nous indiquiez effectivement si dans votre pratique vous utilisez aussi ces outils et à quelle fin. On l'a déjà dit. Donc peut-être oui, avant de se lancer sur le sujet, peut-être un tour de table rapide pour savoir si parmi vous il y a des associations nationales d'évaluation qui utilisent des outils d'intelligence artificielle générative dans leur pratique. Si oui, lesquels et surtout sur quel type de sujet en fait, ou quel type d'objet. Là, la discussion est libre et n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Ou alors ce qu'il n'en est pas. Oui, ce qu'il n'en est pas, oui, c'est possible aussi, tu as tout à fait raison. Et dans cette hypothèse, à ce moment-là, on poursuivra et on verra si avec les exemples qu'on va vous donner avec Benoît, si cela va vous donner envie ou si cela va vous réfréner dans ces usages. Donc, je laisse quand même quelques instants, quelques secondes aux uns aux autres, mais comme, enfin, les micros restent. Oui, Vénusière, Bertin, tu peux. Oui, bonjour. Alors, bonjour, mais désolée de ne pas pouvoir allumer la caméra. Je suis en déplacement, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous montrer, disons, mon visu parce que je vais prendre un train. Donc, mais je voulais être présente aujourd'hui. Donc, je suis la secrétaire de la Société suisse d'évaluation. Donc, on a eu un changement au niveau du secrétariat cette année. Et donc, par rapport à l'utilisation d'outils d'IA générative, on n'a pour le moment pas, en fait, d'utilisation, mais on va tester prochainement pour la prochaine séance du comité, donc
en fait un outil qui permettrait la retranscription en bilingue de notre séance de comité afin de faciliter la prise de notes du procès-verbal, qui est chez nous en bilingue, en français et en allemand. Donc, on va utiliser Nota. Donc, voilà. Donc, sur l'activité du secrétariat, c'est un petit peu l'idée de pouvoir tester et voir si cela allège, disons, l'activité de prise de notes pour une séance de comité qui dure en général plusieurs heures et qui est en termes de ressources relativement chronophages pour réaliser ce type de PV en bilingue. Voilà pour mon retour. Très bien, c'est un cas d'usage, je pense, qui est très pratico-pratique et effectivement pour la rédaction de PV, ça peut être utile. Hein. Donc, on attendra les résultats, en tout cas, de ce test. Je vous transmettrai. Très bien. Merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres retours? J'ai vu Fatou qui indiquait que de leur côté, non, il n'y avait pas d'usage pour l'instant de ces outils. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons poursuivre. Je vais commencer par les usages que j'en ai dans le cadre des activités et des services que j'apporte au réseau francophone de l'évaluation. J'utilise plusieurs outils. Ça va de ChatGPT à Gemini ou Mistral qui font peu ou prou les mêmes types d'activités. Et je les utilise notamment pour tout ce qui est traitement de texte. Je vais les utiliser pour essayer de générer un texte à partir d'une idée. On l'a utilisé par exemple au moment des premiers échanges sur le thème du FIF 2025. On a utilisé cet outil pour essayer de déterminer le périmètre du thème. On l'avait utilisé aussi dans le FIF 2023 avec parcimonie parce qu'on était encore au début, c'était les balbutiements des IA génératives en 2023. Donc ça permet effectivement de rédiger des textes assez rapidement, de répondre aux mails. Alors ça, c'est un usage que je viens de réussir à découvrir là depuis la semaine dernière. Je crois que c'est un petit peu j'ai changé de ce sujet via le compte Gmail du RFE. On peut en fait demander à l'IA de préparer des réponses aux courriels que l'on reçoit. Et j'utilise notamment moi dans le cadre d'une activité dans le monde anglophone. Je demande, par exemple, je pose ma requête Gemini dans Gmail en français en lui demandant de me préparer une réponse en anglais. Et il me remet une réponse circonstanciée, contextualisée, il doit piocher dans tout le fil conducteur de l'email relatif à l'objet. Et il me fait une proposition de mail qui est plutôt de bonne facture. On l'a utilisé aussi, comme on l'a indiqué la dernière fois, par exemple, pour créer des PowerPoint, en tout cas des diaporamas. Dans ces cas-là, j'ai pris l'habitude d'utiliser plus AI. Et potentiellement, demain ou après-demain, l'application de Gemini, en fait, de Google via Google Slides. Mais pour l'instant, la partie française, en français ne fonctionne pas particulièrement bien, sauf à reconfigurer mon ordinateur en environnement anglophone. Autre élément, excusez-moi. Autre outil qui m'a été donné de tester, c'est Notebook LM. C'est un outil qui permet de produire, en tout cas c'est l'usage que j'en ai fait, mais il y en a probablement d'autres, c'est la possibilité de mettre toute une série de rapports, par exemple d'évaluation, dans Notebook LM et sur la base d'un prompt qu'on a défini, de demander à l'intelligence artificielle de nous faire un résumé, une synthèse ou une analyse documentaire avec des éléments de référence également qui nous permet de vérifier la qualité du propos qui a été généré par l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne l'ai pas encore testé je l'ai testé pour le. Je vais essayer là et partager ce nouvel onglet. Je l'ai testé. Par exemple, j'ai mis l'ensemble des synthèses produites par le réseau francophone de l'évaluation depuis maintenant plusieurs années. Et je lui ai demandé tout simplement de me proposer une classification des 34 synthèses du RFE par thème, par auteur, par année. Et donc, image générée, je lui ai mis je lui ai mis la trentaine de synthèses dans
coffre ou dans le ventre, je ne sais pas comment dire, et il a généré cette analyse. Alors, la seule chose sur laquelle moi je suis intervenu par rapport à cela, c'est le fait de copier-coller la réponse qu'il a générée dans l'outil sur un Google Doc et de mettre jouer un petit peu sur tout ce qui est format du texte et autres. Mais la matière, je n'y ai pas touché. La seule chose que j'ai fait, par contre, c'est de vérifier si le contenu généré par l'IA était probant au regard de la connaissance que j'ai des productions de synthèse que le RFE publiait au cours des dernières années. Donc, c'est un document qui est assez complet et qui est plutôt intéressant en termes de gestion aussi de base documentaire. Parce que c'est très facile finalement de retrouver un texte que l'on a produit, de voir un petit peu la récurrence de certains sujets, de voir quels sont les principaux contributeurs aux synthèses au cours de ces dernières années, et d'avoir effectivement quelques mots-clés à chaque fois, parce que je lui avais demandé d'extraire des mots-clés pour illustrer la référence. Alors, il m'a inventé, il y a deux références, pour le coup, je suis surligné en rouge, deux références où le thème n'a pas été, l'IA n'a pas été en capacité d'identifier le thème auquel rattacher la synthèse. Il n'a pas été non plus en capacité de proposer des mots-clés relatifs à cette synthèse. Mais voilà, au moins maintenant, le RFE dispose d'une base de données et non pas simplement de liens et des synthèses. On a une base de données qui permet de classifier l'ensemble de la documentation. Et il m'a même proposé une autre manière, en tout cas une deuxième manière de structurer et d'organiser les références en ressortant les principaux enjeux identifiés dans la synthèse. Donc ça peut être utile pour les associations qui produisent régulièrement de la matière sur l'évaluation. Je vais revenir à notre support et de toute manière, ces éléments, on va les partager avec vous. Et autre usage que l'on a et autre outil que l'on a mobilisé ces derniers temps, c'est effectivement un petit peu sur la même idée que celle exposée par Venusia, c'est l'usage d'un outil qui permet de générer un résumé de vidéo. Et par exemple, on a fait le test avec la dernière communauté de pratique dédiée au plaidoyer. Et le résultat qui a été généré est plutôt intéressant, de bonne qualité, me semble-t-il, en tout cas de meilleure qualité que les premiers outils que nous avions testés. On a pris des notes, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on a participé au Forum mondial de l'évaluation. Et le contenu était assez convenu pour retrouver des poncifs sur l'évaluation, donc rien de bien intéressant. Alors que là, le propos était beaucoup plus en lien vraiment réel avec la teneur de la discussion avec Gérald Ramdan et l'équipe européenne de l'évaluation. Quel était l'outil utilisé pour ces résumés-là? J'avoue que je ne me souviens plus quel était l'outil. J'avoue que je suis un petit peu un zappeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand un outil ne me convient plus, je ne le garde pas en mémoire. Je fais reset aussi. Je suis comme les outils numériques, je fais reset. Je pourrais retrouver la trace, je pense que j'avais dû mettre la référence sur le document. Par contre, ici, par exemple, pour la synthèse de la communauté de pratique de la semaine il y a 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais plus trop sur le plaidoyer, on a utilisé TurboScribe. Donc, c'est un outil à partir de l'enregistrement vidéo, par exemple, que l'on a fait du webinaire via Google Meet. J'ai téléchargé la vidéo, j'ai chargé la vidéo dans TurboScribe. TurboScribe m'a demandé en quelle langue je voulais mon résumé. Donc, je lui ai dit en français, mais j'aurais pu choisir une autre langue que le français. À partir de là, il m'a demandé si je voulais un résumé rapide, un résumé équilibré ou un résumé très développé. Et j'étais parti sur le test sur un résumé équilibré, pour que ça aille plus vite, en fait. Et pour être franc, ça a pris 10 minutes à l'outil pour générer un résumé des textes que j'ai injecté ensuite dans ChatGPT. TurboScribe m'a créé quelques prompts pour permettre de séquencer l'enregistrement du webinaire sur le plaidoyer. Et ça m'a généré un résumé, probant, comme on l'a dit, de l'intervention. Et pour être franc,
Je l'ai testé aussi, et on pourra le tester, mais je l'ai testé aussi juste avant la réunion pour faire le PV de l'Assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière. C'est un gain de temps assez considérable. Je vais vous montrer le résumé. Je pense, voilà, ça par exemple, c'est la production. Alors, il y a eu un travail de mise en forme que l'on a fait sur la base de Google Doc, mais le contenu, si ce n'est de mettre toute l'écriture, comment dire, j'ai oublié le terme. Oui, scène, ça, l'intelligence artificielle ne le fait pas. Alors peut-être qu'il faut que je lui donne la commande, hein, mais jusqu'à présent, il ne fait pas ce travail, donc on a fait les corrections en ce sens et on a apporté des commentaires mineurs sur le sujet. Pour vous dire, généralement, une synthèse du RFE, c'est plein de commentaires un petit peu partout sur le document. Et ici, eh bien, on en a un, deux de la part de Benoît. Donc, c'est pour vous dire que voilà, ça n'appelle pas de remarques particulières, si ce n'est peut-être un besoin de référence de mémoire pour contextualiser un petit peu le. Autre élément et autre outil, autre usage que l'on peut avoir, c'est l'analyse de base de données. Il est tout à fait possible de mettre, par exemple, les données d'un tableur Excel ou Google Sheet dans le chat GPT et de lui demander, par exemple, via un prompt bien écrit, de lui demander de lui faire des propositions d'analyse. À titre d'exemple et d'illustration, lorsque l'on s'est décidé, avant même de déterminer où nous ferions le FIF 2025, j'avais mis l'intégralité des inscriptions aux différents FIF du RSE depuis 2014, 2016, 2018, même le frais d'inscription en ligne et 2023, 2019 également, en enlevant bien entendu les informations personnelles relatives aux participants. Donc j'avais enlevé les adresses courriels, j'avais enlevé les noms et les prénoms et les entités. Donc, j'ai peut-être gardé les entités, mais ça n'avait pas, moi, ça ne permettait pas de rattacher la personne à une organisation. Et ça m'a permis de générer, en tout cas, un outil d'aide à la décision, une aide à la décision pour déterminer où nous pourrions organiser le FIF 2025. Et la première réponse qui nous a été faite par l'outil, c'était soit en France, soit en Côte d'Ivoire, et il y avait un troisième pays que l'IA avait suggéré. Donc, j'ai rajouté un critère dans l'analyse qui lui a été demandée. Je lui ai indiqué que la plupart de nos partenaires sont des financeurs de l'aide au développement. Et à partir de là, rien qu'avec cette simple information, eh bien, excite la France et la SFE et bonjour la Côte d'Ivoire et le RIS. Juste pour information, on ne sait pas, le conseil d'administration ne s'est pas appuyé sur cette décision pour faire le choix du RIS et de la Côte d'Ivoire, mais finalement, l'analyse de l'outil et notre analyse humaine se sont rejoints. J'espère que je n'ai pas été trop vite ou trop rapide sur le sujet. Je vais laisser Benoît poursuivre de son côté. Merci. Il y aura peut-être quelques redites dans ce que je vais présenter, mais c'est pas une mauvaise chose. Paraît-il qu'il faut entendre quelque chose 7 fois pour l'apprendre. Alors, je vais répéter, il faut entendre quelque chose 7 fois pour l'apprendre. Est-ce qu'il faut que je le dise 7 fois pour que vous l'ayez compris? Donc, un certain nombre d'outils et de pratiques de la Société canadienne d'évaluation que je vais présenter ici. Je vais partager mon écran, si Jean-Marie me le permet, pour vous montrer certaines de ces utilisations. Jean-Marie a une vaste expérience de l'utilisation de beaucoup d'outils. Moi, beaucoup moins d'outils. Très ancré, donc, via mes exemples, dans la gestion de la Société canadienne d'évaluation, qui est une association nationale, comme vous le savez. Commençant par la composition de courriel, si je suis capable de partager cet onglet qui est ici. Donc, j'ai, pour exemple, j'ai choisi le message que Jean-Marie a envoyé pour nous informer du FIF et j'ai mis à l'intérieur de Gmail préparer une réponse positive en citant les éléments importants de ce courriel. Et
J'ai eu 3 paragraphes qui m'ont donc suggéré une réponse. Au revoir, Ian. Et qui, par contre, faisait référence au FIF 2023 pour une raison que j'ignore. Alors, j'ai simplement... Benoît, ton micro, on ne t'entend plus. Est-ce que maintenant tu m'entends? Ok. Quand je change d'onglet, le micro disparaît. Mais vous avez vu, j'ai demandé la correction du FIF 2023 au FIF 2025 et le Gemini s'est empressé de faire la correction. Mais ça nous amène quand même à une première leçon. Toujours relire. Toujours relire parce que l'intelligence artificielle, quelle que soit celle que vous utilisez, peut faire des erreurs et parfois inventer des choses. Euh, ce qui est encore plus amusant. Mais ce qui se passe plus rarement quand vous lui fournissez le matériel source. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation dans ce cas-ci de Gemini, qui est intégré à Gmail pour qui a un compte approprié et qui permet d'accélérer certains nombres excuse-moi, j'essaie de ça, qui permet d'accélérer cette tâche de répondre à des courriels tout en étant prête, l'intelligence artificielle, à faire des modifications selon les commandes qu'on lui passe. Deuxième, tu peux remettre la présentation. Le deuxième exemple, la composition de documents. À partir de on va voir dans d'autres exemples qu'on peut composer les documents à partir de matériel qu'on possède. Dans ce cas-ci, dans l'exemple numéro 2, il s'agissait pour moi de développer la politique de sécurité de l'information pour la SCE et j'avais aucune idée de ce qu'une politique de sécurité de l'information devait contenir. Alors, j'ai commencé par demander à ChatGPT et à Gemini en parallèle de m'expliquer qu'est-ce que doit contenir une politique sur la sécurité de l'information. Et à partir des catégories d'informations qui ont été suggérées, j'ai dit, ben maintenant, produis-moi une politique sur la sécurité de l'information qui tienne compte des caractéristiques suivantes de la SCE et qui tienne en 4 pages. Et j'ai eu un matériel, un pour le ChatGPT et un Gemini, qui m'ont permis de synthétiser l'un et l'autre et de produire une politique sur la sécurité de l'information qui me semble tient debout et qui, le tout ayant pris peut-être 1 heure de travail par rapport à je ne sais combien de temps si je n'avais pas eu accès à ces outils de synthèse. Parce que dans le fond, ChatGPT, Gemini vont chercher de l'information sur le web comme un outil de recherche. L'idée, c'est que la recherche ne s'arrête pas à identifier des sources, mais va plus loin dans la synthèse d'informations, son organisation, sa classification, parfois sa pondération en termes de crédibilité, etc. Donc, ça a été là une façon d'accélérer ce travail bénévole comme le vôtre l'est aussi, et de faire en sorte qu'en peu de temps, un document raisonnablement adapté soit offert aux commentaires de mon conseil d'administration. Troisième exemple, l'analyse de contribution qualitative. Et là, évidemment, ça se rapproche de l'utilisation de l'intelligence artificielle en évaluation ou en recherche. Chaque année, la SCE mène un sondage auprès des congressistes qui se présentent à son congrès, un sondage d'évaluation de leur expérience. En 2024, on a délaissé un ensemble d'échelles formelles, d'échelles de Likert sur lesquelles on basait nos évaluations pour plutôt s'ouvrir au qualitatif. On a posé 8 questions ouvertes et en tant que responsable du congrès, je me suis retrouvé avec 400 fois 8 réponses ouvertes et mon total désintérêt pour l'analyse qualitative. Alors, j'ai plutôt soumis le tout à Notebook LM
qui donc permet de télécharger ses propres documents et en lui demandant, synthétise-moi ces informations, mets l'accent sur les commentaires critiques parce qu'il y avait beaucoup plus de commentaires positifs que critiques, mais on trouve l'amélioration dans le critique et non pas tant dans le positif. Alors, en lui disant, assure-toi de ne pas te fier simplement à la quantité de commentaires, mais aussi à leur valeur critique. Et encore une fois, là, en 2 ou 3 heures, j'ai eu un résultat, un document d'évaluation du congrès de 8 pages qui aurait pris 2 ou 3 jours facilement à produire autrement. Et encore une fois, après validation, relecture et assurance, par lecture rapide des commentaires eux-mêmes, donc du matériel d'origine, que la synthèse produite avait du sens. Un quatrième exemple, la SCI a décidé en 2025 d'organiser son congrès annuel en ligne. Comme en 2021, mais en 2021, c'était forcé, comme vous en rappellerez. En 2025, c'est par choix. Et tout en ayant une expérience importante, celle de 2021, on a quand même voulu continuer à s'améliorer et on a demandé à ChatGPT de nous fournir un exposé sur les stratégies et les bonnes pratiques relatives à l'organisation de congrès en ligne, de congrès virtuels. On savait déjà un bon nombre de choses qu'on y a trouvées, mais on a quand même identifié de nouvelles idées. Et je pense observer qu'au cours des dernières années, la pensée autour de l'aspect virtuel de congrès a évolué, entre autres que l'aspect social est maintenant reconnu comme difficilement accessible et qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre beaucoup d'énergie sur cet aspect d'un événement virtuel. Cinquième point, un peu dans le sens de ce que Jean-Marie disait sur une analyse relative à un site raisonnable pour le FIF. Dans notre cas, la SCI réunit son conseil d'administration 2 fois par année en personne, le reste du temps virtuel. Rappelez-vous que le Canada, de l'est à l'ouest, couvre presque 6000 kilomètres. Donc, il y a des frais importants à se réunir en personne et on a donc demandé à une autre intelligence artificielle, Claude, qui est la préférée du président de la SCI, de nous aider à planifier la prochaine rencontre en tenant compte des coûts moyens des hôtels dans différentes villes canadiennes, de la desserte par avion et de la simplicité du déplacement pour différentes personnes qui habitent dans chacune des provinces du Canada et qui doivent parfois faire des correspondances pour se rendre dans différents lieux à l'intérieur du Canada. D'autres à d'autres endroits, ça peut se faire en direct. Du temps de déplacement, etc. Et Claude nous a proposé 2 destinations possibles qui représenteraient un équilibre de ces différents facteurs. Au bout du compte, la décision reste humaine, mais dans ce cas-ci, Claude a pu articuler pourquoi Saskatoon, vous avez jamais entendu parler de Saskatoon, mais pourquoi Saskatoon serait un endroit à considérer, parce que Saskatoon est au centre du Canada, donc les liens par avion sont plus courts en moyenne. Par contre, il y a des gens pour qui ne peuvent pas se rendre en direct à Saskatoon, etc. Donc, plein de considérations qui doivent être utilisées pour faire ces choix-là. 6e point, la traduction. Évidemment, la SCI fonctionne en français et en anglais. Tous ces textes officiels sont produits dans ces 2 langues. La traduction humaine et coûteuse et lente. Alors, pour ce qui est dans notre pratique maintenant, on passe en général, surtout pour les textes un peu moins officiels, les textes formels même moins officiels, par exemple des
nouvelles qu'on met en ligne régulièrement, tous les 2 ou 3 jours. On passe par une traduction automatique, soit par DeepL ou par Google Translate, mais toujours suivi par une révision humaine parce que on la sent, la traduction artificielle dans notre langue. Mais néanmoins, ça fait un déblayage important et qui nous évite des coûts substantiels. Septièmement, l'offre d'une assistance automatisée sur le site web. Et là encore, oui, je vais partager, mais mon micro va couper. Alors, je vais revenir. Ma chère Marie, tu me permets de partager. Merci. Je vais partager préférablement le bon onglet. Celui-ci. Alors, si je me déplace moi-même sur cet onglet-là, vous allez perdre mon micro. Alors, je vous montre à droite que sur le site web de la SCE, il y a une puce en bas à droite qui ouvre une aide automatisée, en anglais chatbot, une aide automatisée à laquelle on peut poser des questions. L'information qui est utilisée par cet assistant informatisé ou intelligent, c'est l'ensemble du site web de la SCE. 600 pages de matériel, quelque chose comme ça. L'ensemble du site web de la SCE accessible aux non-membres, parce qu'il y a tout un univers derrière la connexion pour les membres qui n'est pas accessible donc au chatbot. Mais on peut lui poser n'importe quelle question et le chatbot s'alimente de l'ensemble du site pour produire la réponse. Ici, je lui ai demandé qu'est-ce que l'évaluation et il me répond, ben voici la définition que le conseil d'administration en a donnée, mais voici d'autres caractéristiques importantes, voici quels sont les piliers, et ça vient de différentes pages du site web. Dans ce cas-ci, c'est Claude qui est derrière le chatbot, mais c'est l'intelligence artificielle qui a été chercher ces informations-là et qui permet de réduire la demande auprès de notre secrétariat quand vient le temps d'informer les membres. Pour fin d'exercice, je ne m'y rendrai pas pour vous le montrer, mais j'ai posé la même question en espagnol et j'ai eu la réponse en espagnol. Donc, le chatbot en question, qui est chatbase.co, le chatbot en question on s'est adapté. Il y a 0 contenu sur le site de la SCI qui est en espagnol, mais il a vu une question en espagnol, il a dit, d'accord, j'ai du contenu et je le rends maintenant en espagnol, même si à l'origine, il était soit en français, soit en anglais. Donc, il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec cet outil. Tu peux remettre la présentation, Jean-Marie. Et je rajouterai un 8e point qui n'était pas sur la page prévue, mais qui est en réponse à Vénusia. Nous utilisons Meet, comme ici, pour nos rencontres de conseil d'administration. Et dans Meet, on peut demander à Gemini de faire une transcription et un sommaire de la rencontre. Je ne l'ai jamais essayé sur du bilingue. Nos rencontres de conseil d'administration se déroulent essentiellement en anglais. Mais je suis pas surpris que ça puisse fonctionner. Les sommaires les transcriptions sont très bonnes, les sommaires sont vraiment remarquablement bons. En tirer de l'information de différentes parties de la rencontre. Hein, parce que dans une rencontre, on n'est pas totalement structuré. On peut parler du point A, passer au point B, revenir sur un commentaire sur le point A, et le tandem Meet-Gemini est très capable d'observer ce spaghetti de discussion et de l'organiser dans le résumé. En ajoutant à ça que comme le tout se passe dans Meet et comme chaque fenêtre de Meet est nommée, dans la transcription comme dans le sommaire, l'intelligence artificielle peut dire Benoît Gauthier a dit telle chose, RFE Évaluation a répondu telle autre, etc.
en fournissant beaucoup plus de détails que je pense, que ce qu'une personne humaine prenant des notes serait en mesure de faire. Alors, ce sont quelques-unes des utilisations que la SCI fait de différents outils. Je ne sais pas si on va le mentionner tantôt québécois, c'est-à-dire dans quelques minutes, Jean-Marie, mais il y a des coûts attachés à ces différents outils, malheureusement, pour la SCI parce que nous avons accès en Amérique du Nord, Jean-Marie en Europe aussi, à Google Workspace pour nos organisations sans but lucratif gratuitement. On a gratuitement accès à Gemini, à Meet, à Notebook LM. Mais d'autres outils sont payants. ChatGPT a une version gratuite, mais la version payante est plus utile. Chatbase est un coût aussi. Je l'ai mentionné dans le point numéro 7, Dialogflow, qui est un outil de Google qui est encore une fois gratuit pour les détenteurs de compte de Google, qui n'est pas aussi intelligent que chatbase.com. Je l'ai utilisé dans un premier temps, mais j'ai préféré penser à Chatbase. Mais Dialogflow étant gratuit pour certains utilisateurs, ça peut être une option intéressante. Voilà, Jean-Marie. Merci Benoît pour cette présentation. Vous aurez noté en tout cas que, alors on ne s'est pas concerté, Benoît et moi, sur le sujet, mais par contre on n'a fait aucune présentation d'usage d'outils d'intelligence artificielle pour générer des vidéos ou des photos ou des images. Pour Benoît, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une simple partie prise, c'est-à-dire que c'est cette production aussi d'images créées par l'IA générative qui consomme le plus en termes d'électricité en fait, ou d'eau, ou c'est les plus consommateurs, avec toute la partie entraînement des outils d'intelligence artificielle. Et j'avoue que je me trouve, alors peut-être parce que sur la partie photo ou image, je ne suis pas vraiment dans compte, mais je trouve qu'on retombe assez régulièrement sur les mêmes teintes, les mêmes couleurs, en tout cas dès lors qu'il s'agit d'évaluation, de développement durable ou autre. J'ai été assez déçu et je n'ai pas suivi sur ce registre-là. Et j'ai surtout, en tout cas, mobilisé ces outils pour gagner effectivement du temps dans la production de donc, je veux dire un mot sur les images. Pardon. Nous n'avons pas utilisé, j'ai fait des tentatives, mais nous n'avons pas utilisé d'IA générative pour les images. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus laborieux de lui faire produire ce que j'avais en tête que quand il s'agit de texte. J'ai pu, par contre, lui dire produire une image de telle nature, dans tel style, en utilisant telle palette de couleurs ou à partir de telle couleur, la couleur officielle du SCI, de la SCI, par exemple. Mais non, le résultat était pas bon. Nous utilisons une banque d'images dans Canva pour beaucoup d'utilisation et je cherchais le nom de l'autre. J'utilise aussi quelque chose qui s'appelle The Noun Project. The Noun Project, c'est un truc qui coûte pas si cher, peut-être quelques dollars par mois, dollars canadiens par mois, et qui donne accès à 1 million d'icônes différentes qu'on peut rechercher par mots-clés et facilement adaptées à la palette de couleurs. Donc, j'ai peu d'expérience, mais pas très probablement du côté des images. Il y a une couple de questions, Jean-Marie. Alors, allons-y pour les questions. Les coûts sont de quel ordre, Jean-Marie? Les coûts, effectivement, par exemple, comme ça a été dit par Benoît, Gemini, en fait, depuis quelques semaines, est intégré à notre abonnement Google Workspace. Auparavant, c'était un abonnement payant et bêtement, j'ai payé un abonnement payant alors qu'il n'était pas utilisable en français. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, depuis lors, maintenant, il est utilisable en français. Mais pour TurboScribe, par exemple, là, c'est un abonnement que je prends pour moi-même par rapport aux différentes associations avec lesquelles je travaille. Et de mémoire, j'en ai pour 20 dollars par mois, en fait, pour un usage illimité. Sur ChatGPT, j'ai aussi, sur mon propre à titre individuel, j'ai également un abonnement payant en fait à ChatGPT.
Et pour les autres, par exemple, plus AI qui me permettait de produire des diaporamas, c'était 20 € par mois. Et là, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser parce que j'avais pas suffisamment. Enfin, je trouve que c'était intéressant dès lors que j'ai à produire des diaporamas régulièrement, ce qui n'est pas le cas. Par contre, du traitement de texte, répondre à des mails ou autres, faire des traitements d'analyse de données, là, je l'utilise beaucoup plus régulièrement. Donc, ChatGPT, Gemini ou TurboScribe sont beaucoup plus utiles pour moi. Donc, à titre personnel, oui, j'en ai pour 45 €, 45 $. Pardon. Moi, je dirais, à mon sens, si je devais en choisir qu'un, ça serait l'environnement Google, Google Workspace. Bon, encore une fois, on a le bénéfice de l'avoir gratuitement, mais je paierais 20, ben ici, ça serait 18, c'est 18 $ canadiens par mois, donc, je sais pas, 12 € par mois ici. Et là, ça donne accès à, outre Gmail, Google Drive et les autres outils de ce genre, à Google Meet, Gemini et Notebook LM. Et les piliers, je pense, dans notre utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense que ce qui est important de prendre en considération, c'est aussi le gain de temps. Donc, qui dit gain de temps, dit économie aussi de coûts humains, quelque part. Moi, typiquement, c'est l'émergence de ces outils, c'est produite au même moment où les RFP étaient contraints de revoir mon nombre de jours de support. Ça m'a permis de garder à peu près un même niveau d'intervention et de soutien au RFE que ce que je faisais, mais du fait qu'il y ait ces outils. Alors, juste peut-être, et je vais, comme j'ai indiqué, je vais rapidement, quoi que je il reste 15 minutes, donc j'ai expliqué tout à l'heure l'usage que l'on peut avoir pour produire comment ça s'appelle, des vidéos résumées de voilà le PV de l'Assemblée générale. Donc tout simplement, j'ai utilisé TurboScribe qui est normalement apparaît sur votre écran. Comme vous voyez, donc là, ce sont les comptes des trois associations pour lesquelles je travaille. Et donc, je peux séparer mes comptes et bien distinguer les uns des autres. Et par exemple, j'ai chargé la vidéo de l'enregistrement Google Meet de la dernière Assemblée générale dans la plateforme. J'ai cliqué en fait sur transcrire le fichier. Donc, il me demande, donc là, il faut charger la vidéo. Je ne vais pas le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai une mauvaise connexion, je ne suis pas chez moi. Mais vous voyez, il me demande quel langage je souhaite utiliser. Pour les RFE, c'est le français. Et après, il me demande le niveau en fait de rapidité du traitement que je souhaite utiliser. Et là, pour le PV de l'AG, pour aller vite, j'avais choisi le plus rapide. Et ça m'a généré, je vais vous montrer, en 7 minutes, je pense, chrono il m'a généré toute la transcription. Donc, ça fait 2h16 de réunion. Donc, il faut faire un résumé de 2h16 de réunion, ça prend du temps. Ce que je lui ai demandé, c'est de me faire une sortie du résumé de la réunion via ChatGPT. Donc, je peux choisir soit de faire un résumé court, soit un résumé détaillé. Et en fait, c'est l'outil qui va me générer automatiquement la série de prompts que je vais devoir copier et coller dans ChatGPT pour produire le résumé global. Et à la fin, je demande juste de me faire une synthèse du tout en ayant bien en tête que je veux que ce soit ressemble en termes de mise en forme, que cela ressemble à un procès verbal à l'Assemblée générale d'une association. Et cela m'a donné le résultat. Non, c'est pas celui-ci. Ça y est. Donc, je vais partager. Donc, il m'a affiché, vous voyez le PV là à l'écran ou pas? Je ne sais pas si, non, voilà. OK. Donc, il m'a généré le PV, un PV de l'Assemblée générale. Maintenant, charge-moi, parce que je ne l'ai pas encore fait, d'aller vérifier si le contenu est probant. J'ai juste regardé les délibérations pour voir si effectivement les décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale sont conformes. Comme j'ai demandé de faire un résumé court, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de fioriture. Il va à l'essentiel par rapport au contenu du procès verbal. Si je lui avais demandé de développer davantage, il aurait mis davantage de propos, de contenu. Et cela, ça a été généré effectivement
7 minutes. Quand un PV, la rédaction d'un PV, auparavant, me prenait une demi-journée pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors, bien sûr, il faut que je complète ici pour mettre des informations sur la date de l'AG, le nom des participants, en tout cas des associations qui étaient bien présentes, ce genre de choses. Et quand on n'a plus que ça à faire, c'est plus la gestion de documents qu'autre chose. Voilà ce que je pouvais, moi, de mon côté aussi, en dire sur le sujet. Avez-vous d'autres, des questions ou, Alors, j'avais fait une simulation, mais de mon coût, de mon bilan carbone, de l'usage des outils. Benoît doute de la validité du calcul. Moi, je vais le partager avec vous. Et le calcul, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai demandé à une IA générative en lui indiquant ma consommation régulière, à savoir 60 minutes par jour d'usage pour traitement de texte, écriture de mail et autres, ChatGPT ou Gemini. Et je lui ai demandé effectivement de m'estimer mon bilan carbone. Et a priori, j'ai un bilan carbone relativement correct, puisque effectivement, après, c'est toutes les questions d'interprétation, probablement. Comme je suis basé en France, j'ai accès à de l'énergie nucléaire, donc l'intelligence artificielle considère que un impact environnemental moindre que d'autres. Et résultat, grosso modo, mon usage annuel équivaut à un aller-retour entre chez moi et Paris, ou alors à la production, je ne l'ai pas celle-là, mais je l'ai fait via une autre IA. C'est également équivalent à la production d'un steak de, je ne sais plus combien de kilos de viande, de bœuf. Donc, voilà. Mais Benoît n'est pas convaincu par le calcul, donc à voir pour le coup, à affiner. La question, c'était vraiment, tu fais 4 à 8 requêtes par minute à la journée longue. Ça me semblait beaucoup, mais bon. À voir. Je recommencerai, je récupérerai d'autres outils, je pense, et on verra. Avez-vous des questions, peut-être des réactions, des commentaires par rapport à ce que nous avons présenté? Je dois te dire que l'exemple que tu viens de donner me fait penser que chaque année, on calcule le bilan carbone de notre congrès. Alors, on pourrait simplement soumettre la liste des participants et leur ville d'origine et se faire calculer le bilan carbone beaucoup plus rapidement que lorsqu'on le fait à la main. Tout à fait. Tout à fait. Abdelaziz? Bonjour Benoît, bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours, on est toujours séduit par ce que nous livrent ces outils fabuleux en termes de précision. Bon, bien que Benoît dise qu'il faut toujours relire parce que parfois l'IA invente un certain nombre de choses, il faut toujours relire parce que c'est un peu dans cet état d'esprit de dire que c'est un outil. Et un outil, on l'utilise et puis on sait comment le canaliser. Bon, maintenant, c'est toujours relatif au coût d'accès. Bon, je pense qu'il y a 2 ou 3 questions sur est-ce qu'il y a une gratuité par rapport à certains outils et ensuite le coût d'accès, surtout dans notre environnement, nous, en Afrique. Alors, il faudrait faire des représentations auprès des gestionnaires de Google pour qu'ils étendent leur offre de comptes gratuits hors Amérique du Nord Europe. À ce que je sache, cette situation-là est la même qu'elle l'était en novembre quand on l'a vérifié la dernière fois. Une fois que cette offre sera étendue, parce que j'imagine qu'elle le sera, à un moment donné, le coût sera nul pour l'utilisation de ces outils-là, outre le coût d'apprentissage, évidemment. Entre-temps, il faut à chacun la responsabilité de sous-peser un coût qui est de l'ordre de 15 € peut-être par mois
l'effort requis pour produire tout ce que nos amis produisent. Je dois vous avouer que moi, ça fait 24 ans que je suis intensément impliqué dans la SCA et que j'observe qu'il devient de plus en plus difficile d'aller chercher du temps bénévole auprès de nos membres. Alors, si on peut réduire l'intensité de la tâche avec des outils de cette nature-là, tant mieux. Absolument, absolument. Parce que moi, je dis, par exemple, Sénéval actuellement a un abonnement sur, par exemple, Zoom, c'est parce que c'est utile, dans la mesure où nous organisons beaucoup de rencontres en ligne. Donc, il faut que ça soit, qu'il y ait une certaine utilité. Et puis, en termes de coût d'accès, parce que, bon, ce que nous payons, je pense, pour l'abonnement, ce n'est pas très costaud, mais c'est d'une utilité telle que le coût d'accès à Zoom, voilà, ce n'est pas inquiétant. Bon, maintenant, c'est de voir aussi par rapport à l'utilisation que nous, on pourrait en faire en tant qu'association, parce que moi, peut-être les responsables du comité de coordination, ceux qui ont en charge de la coordination des groupes thématiques, etc., ils font beaucoup de travail, beaucoup de contacts, beaucoup de documents à lire, à produire, beaucoup de rapports à faire. Ce serait utile, par exemple, de voir au niveau d'une association, est-ce qu'il est possible d'avoir un accès peut-être, bon, peut-être pas gratuit, mais quand même assez facile, pas très coûteux pour une association. J'insiste, pour une association. Jean-Marie, je t'interromps un instant. J'ai un autre webinaire dans 3 minutes. Je vais devoir vous quitter. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos questions. Jean-Marie va continuer avec vous autant que sa grippe lui permet. Et puis, on se reparle bientôt. Merci encore. Merci. Même nous, on a une réunion bilan avec le groupe thématique évaluateur émergent à 15h. Donc, je vais décrocher. Mais de toute manière, je suis aussi en réunion, donc il n'y a pas de problème. Pour répondre à la question et après laisser Fatou intervenir, oui. Je pense que pour une association comme la Sénéval, qui produit aussi beaucoup de webinaires, donc beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est une manière de produire rapidement et à moindre coût des synthèses ou des résumés de ses travaux. Une trace écrite, c'est toujours aussi intéressant. On n'a pas tous 40 minutes à passer devant un webinaire. On le voit là, article 16 du cours de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est une autre manière de donner accès à la matière. Ça sous-entend effectivement de déterminer est-ce que l'investissement financier ou le coût en termes de résultats et de qualité produite. C'est une manière de valoriser, je pense, les travaux de la Sénégal. Absolument. Fatou. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, d'abord, je vous remercie donc, pour cette initiative. C'était juste pour rappeler la question que j'ai posée sur le chatbox. Qu'est-ce qui est prévu au niveau du réseau? Donc, pour accompagner les associations nationales d'évaluation dans l'utilisation de ces outils pour être plus performants et également pour un gain de temps. Alors, là, merci beaucoup pour cette question. Je ne vais pas me permettre de répondre à la place du conseil d'administration du RFE. Je pense que s'il y a une requête ou une demande sur le sujet, je vous invite à m'adresser effectivement, à me l'adresser et donc avec le conseil d'administration comment on peut donner une suite favorable ou non. Parce que derrière, faciliter l'accès à ces outils, une des manières que je vois, c'est éventuellement, si vous faites une vidéo, là, c'est d'adresser la vidéo au RFE pour que la RFE ou même fassions le résumé pour vous. Ça, c'est une possibilité. C'est juste que c'est une question de temps nécessaire. Mais c'est des choses qui peuvent être discutées avec le conseil d'administration. C'est un petit peu oui, ce que je vois comme possibilité. D'accord, peut-être on va déléguer dans ce cas M. Khan, parce que pour moi, c'est surtout que les associations nationales d'évaluation puissent l'utiliser, mais en allant vers l'autonomie. Pas à chaque fois vous solliciter. Sinon, ça serait compliqué. On est d'accord que ce serait l'idéal. Merci. Dans ces cas-là, effectivement, ça veut dire un budget. Je pense que
Je crois très peu, malheureusement, à l'efficacité des outils gratuits. J'en ai testé. Je vois la différence en termes de qualité de la prélection entre les outils gratuits et les outils payants. Après, c'est un début. On fait aussi avec les moyens que l'on a. Donc, il y a une version gratuite de ChatGPT. Je dirais que c'est à tenter, à essayer. Bon, là, peut-être nous orienter, dire, voilà, les outils qui sont payants, qui pourraient être utiles et qui pourraient être accessibles aux associations nationales. Et puis, bon, on va voir un peu compte tenu de ton expérience et puis voilà, de ton expertise en la matière. Donc, je pense que ce serait utile qu'on ait, voilà, qu'on nous répertorie les outils qui sont efficaces pour ce que nous voulons faire et quel est le coût d'accès, puis de voir un peu quel accompagnement on peut avoir pour y aider, et ensuite maintenant partager ça avec le comité de coordination, et puis en évaluer le coût, apprécier l'opportunité et la pertinence du faire. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère en tout cas en l'état actuel, ça a généré de l'intérêt. Pas Rélia, mais pas Benoît et moi-même, mais en tout cas, effectivement, il y a des choses à creuser pour permettre aux associations de dire de la chose. C'est ça. Merci. Moi, je vais décrocher tout de suite pour rejoindre le groupe thématique évaluateur émergent. Eh bien, c'est noté. Je vais vous laisser aussi. Sauf s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je peux prolonger. Mais sinon, je vais vous libérer les uns et les autres. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Merci. Merci. Au revoir.